580 jours de guerre sont derrière nous. Une guerre défensive d'une telle durée marque fortement les Ukrainiens. Bien que la situation sur la ligne de front évolue, tout comme la situation internationale, Kiev fait lentement avancer son offensive, ce qui se traduit par la libération de Robotyne, Andriivka et Klishivka. Verboré sera-t-elle la prochaine à être reprise? Voyons les derniers développements sur carte. Région de Kharkiv. Les Russes poursuivent leurs attaques sur l'axe de Kupiansk. Des attaques d'artillerie et de roquettes sur les infrastructures civiles ont également eu lieu régulièrement. Les Russes ont notamment attaqué Lyboké, Petropavlivka, Kupiansk, Vovchansk et Kharkiv. La capitale régionale a récemment fait l'objet d'attaques régulières à la roquette. Néanmoins, dans l'ensemble, la situation de la région de Kharkiv est restée inchangée au cours du mois dernier. Région de Lugansk. Le commandant des forces terrestres ukrainiennes, le lieutenant-général Alexander Syrsky, a déclaré le 18 septembre que la situation générale dans le secteur oriental restait difficile. Les Russes renouvellent régulièrement leurs attaques près de Dvorichna, Petropavlivka, Bilohorivka, mais sans résultat significatif. Les échanges d'artillerie se poursuivent autour de Sinkivka. Pendant ce temps, les Ukrainiens auraient fait quelques progrès dans l'axe de Svatove. Selon une source ukrainienne, les forces ukrainiennes ont repris le contrôle de Novoselivske, qui avait été capturé par les Russes il y a plusieurs semaines. Des unités russes ont tenté d'attaquer en direction de Torske, mais sans succès. Un autre Russe a affirmé que les frappes aériennes russes avaient détruit les points de passage de la rivière Novoselivske et Malkivka. Les sources ukrainiennes n'ont pas confirmé cette information. Ni les sources russes, ni les sources ukrainiennes n'ont fait état de développement dans les régions de Ploshanka et de Chervonopivka. Aucun changement n'a non plus été signalé près de Terny et Yampovlivka. Roman Vlasenko, chef ukrainien de l'administration de la ville de Sverodonetsk, a déclaré que les troupes russes tentaient de se regrouper après plusieurs défaites. Il a affirmé que ce regroupement incluait le déploiement de réserves supplémentaires de la Fédération de Russie. Dans l'ensemble, si les deux parties restent actives dans la région de Lugansk, le mois dernier n'a pas apporté de changement significatif dans cette région. Région de Donetsk. On ne peut pas en dire autant de l'issue des combats dans la région de Donetsk. Les Ukrainiens ont en effet progressé dans la région au cours du mois dernier. Les forces de Kiev ont progressé vers Klishivka et Andriivka. Elles ont progressivement repoussé les Russes et consolidé leur position. Les Russes ont tenté une contre-attaque et ont engagé leurs réserves. Néanmoins, Klishivka est finalement libérée le 15 septembre, immédiatement suivie par Andriivka. D'un point de vue topographique, la prochaine étape importante pour les Ukrainiens aurait été la libération de Kurdymivka. Cela aurait donné aux forces ukrainiennes qui avançaient plus d'options, leur permettant d'accéder aux collines au nord de Orlivka et d'avoir de meilleures positions vers la route T0513 entre Orlivka et Bakhmut. Les Russes contre-attaquent constamment dans les régions de Klishivka et d'Andriivka, mais sans gain confirmé. En outre, le 26 septembre, le capitaine Ilya Levlach, porte-parole du groupe oriental des forces armées ukrainiennes, a indiqué que les forces ukrainiennes avançaient près d'Ivanivske, de Darivka ou de Zaitsev. Il n'y a pas eu de changement près de Spirne, Verchno-Kamianske, Vimka et Ivano-Darivka, où ni les sources russes ni les sources ukrainiennes n'ont fait état de développement significatif. La situation à Bakhmut reste inchangée. Des sources russes ont à nouveau signalé que des unités ukrainiennes ont tenté d'opérer dans la partie ouest de la ville, mais ces actions n'ont pas eu d'incident sur la ligne de bataille. Selon Anna Maliar, ancien vice-ministre de la Défense, l'Ukraine a libéré 51 km² dans le secteur de Bakhmut depuis le début de la contre-offensive. Plus au sud, il n'y a pas eu de changement près de Bilaora, et dans les parties occidentales de Novokalinove, Keramik, Stepove, Krasnohorivka, Berdychi, Vesele et Kamianka. Selon une source russe, les unités russes ont poursuivi leurs opérations offensives à Marinka, mais sans succès. Ce rapport a été produit en coopération avec le centre analytique de Rohan Consulting, cité entre autres par le Wall Street Journal et le New York Times. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Rohan publie un rapport de guerre quotidien appelé Ukraine Conflict Monitor, qui présente une analyse approfondie et unique du champ de bataille. Vous pouvez acheter l'accès à Ukraine Conflict Monitor via le lien dans la description. Région de l'Ukraine du Sud.
Les Ukrainiens ont poursuivi leurs attaques sur tous les axes vers le sud. Les développements les plus significatifs ont lieu sur l'axe d'Orychiv, où les Ukrainiens opèrent déjà derrière la première ligne de défense russe et tentent de percer vers Tokmak. Mais commençons par l'axe Velika-Novosilka. Les troupes russes attaquent activement les positions ukrainiennes et d'autres installations militaires. Les combats de position se poursuivent près d'Urozhaine et Staromairovske, mais aucun développement n'a été signalé. Les Ukrainiens sont probablement en train de se regrouper pour reprendre les attaques. Aucun développement n'a été confirmé près de Prioutne. Une source militaire ukrainienne a affirmé le 21 septembre que les Ukrainiens avaient amélioré leur position près de la localité, mais cette information n'a pas été vérifiée de manière indépendante. Le bataillon russe Vostok, qui opère dans la région, a affirmé que les forces russes avaient profité de la pause dans les attaques ukrainiennes pour réparer les défenses russes, en particulier les champs de mines. Dans l'ensemble, il y a eu très peu de changements sur l'axe Velika-Novosilka au cours du mois dernier. Axe d'Orychiv. D'autres événements se sont produits sur l'axe d'Orychiv. La prise de Robotine a été confirmée par l'état-major ukrainien le 28 août. En conséquence, les Ukrainiens ont percé la première ligne défensive russe dans cette région. Et, dans l'étape suivante, ils se sont efforcés d'élargir la brèche. En d'autres termes, la cible est devenue Verbové. Au cours du mois dernier, les Ukrainiens ont progressivement repoussé les Russes dans cette région. Le 23 septembre, une source russe a rapporté que les Ukrainiens étaient entrés dans Verbové, mais cette information n'a pas été confirmée. À l'heure actuelle, la situation autour du village reste floue. En général, après 3 mois de contre-offensive, les Ukrainiens ont progressé d'environ 14 km au sud d'Orychiv et se trouvent maintenant à environ 19 km de Tokmak. La ville est donc à portée des systèmes d'artillerie ukrainiens et son utilité pour les Russes en tant que centre logistique a probablement diminué. Néanmoins, les Ukrainiens se heurteront encore à de solides défenses russes s'ils suivent la route qui mène directement à Tokmak. Région de Kherson et la Crimée. Bien qu'il n'y ait pas eu de changement significatif sur la ligne de front dans la région de Kherson au cours du mois dernier, les Ukrainiens ont maintenu leur présence sur la rive gauche du Dniepr et ont poursuivi des frappes aériennes limitées contre les positions russes sur la rive sud de la rivière. Décrivant la situation actuelle dans la région, la source ukrainienne a déclaré que les opérations ukrainiennes étaient très difficiles. Depuis le mois d'août, les Russes ont intensifié leur mission de reconnaissance aérienne, rendant les opérations près du fleuve mortelles pour les Ukrainiens. Le 29 août, cependant, une vidéo est apparue en ligne montrant le lever du drapeau ukrainien à Datchy. Mais des événements bien plus importants ont eu lieu dans la péninsule de Crimée occupée. Le 13 septembre, des missiles de croisière ukrainiens ont attaqué la base de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol. Les images disponibles ont confirmé que le grand navire de débarquement de classe Ropucha, le Minsk, avait subi des dommages importants. La perte du sous-marin de classe Kilo, Rostov-sur-le-Don, l'un des plus récents de l'arsenal russe, a été encore plus douloureuse pour les Russes, car il a également été victime de l'attaque. Selon des sources russes, 10 missiles de croisière Storm Shadow Scalp et 3 véhicules maritimes sans pilote ont été utilisés lors de l'attaque. Les Russes ont affirmé avoir intercepté 7 missiles et détruit 3 drones. Il est intéressant de noter que la veille de l'attaque, les Ukrainiens ont mené une opération en mer Noire qui leur a permis de prendre le contrôle de plusieurs plateformes offshore de forage de gaz et de pétrole près de la Crimée. Cette plateforme était sous contrôle russe depuis 2015, suite à l'annexion de la péninsule par Moscou. Mais les attaques ukrainiennes contre les cibles de grande valeur en Crimée ne se sont pas arrêtées là. Le vendredi 22 septembre, les Ukrainiens ont lancé une attaque contre le centre de commandement de la flotte de la mer Noire à Sébastopol. Bien qu'on ne sache pas exactement combien de missiles ont été tirés, au moins 2 ont touché le bâtiment. 2 jours plus tôt, le centre de commandement de la flotte de la mer Noire, situé près de l'aéroport de Belbek, avait également été attaqué. Il est donc clair que les Ukrainiens tentent de dégrader le commandement et le contrôle de la flotte et d'éliminer sa structure de commandement. Étant donné que la Russie est en guerre avec l'Ukraine depuis plus d'1 an et que Kiev a récemment intensifié ses attaques contre des cibles de grande valeur en Crimée, il est peu probable que le bâtiment ait été utilisé comme centre de commandement de la flotte. D'autre part, étant donné que les pays de l'OTAN, principalement les États-Unis, ont fourni à l'Ukraine des données de ciblage et que les Russes ont été lents à tirer des leçons de cette guerre, il ne serait pas surprenant que l'attaque ait effectivement fait des victimes de grande valeur. Les forces spéciales ukrainiennes ont déclaré dans un télégramme que 34 officiers ont été tués
dont le commandant de la flotte de la mer Noire. 105 autres personnes ont été blessées. Le bâtiment du quartier général n'est pas en état d'être reconstruit. Cependant, les Russes ont ensuite diffusé des images montrant le commandant de la flotte de la mer Noire en public. Bien que ces images ne puissent pas être vérifiées à 100%, il est fort probable qu'il n'ait pas été victime de l'attaque. En résumé, l'offensive progresse lentement mais sûrement. Les Ukrainiens n'ont pas fait de percées significatives, au sens classique du terme, au cours du mois dernier. Mais ils se concentrent sur le maintien de la pression et l'exploitation des faiblesses de l'ennemi lorsque cela est possible. Kiev reste à l'offensive sur l'axe d'Orychiv et Bakhmut. C'est à Orychiv que les Ukrainiens ont percé la première ligne de fortification russe. Bien que cet événement ne constitue pas un tournant dans la guerre, il met en lumière les tentatives continues et réussies de chasser les Russes de leur position dans le sud du pays. La rupture de la ligne russe de Surovikin, à l'est de Robotyne, a naturellement fait de Verbove la cible suivante. Les opérations ukrainiennes visaient donc à aligner la ligne de front horizontalement et à élargir l'écart dans lequel se trouvaient les Ukrainiens. Pourtant, dans l'ensemble, les attaques ukrainiennes sont restées assez étroites. Deuxièmement, la libération par les Ukrainiens d'Andriivka et de Klishivka, au sud de Bakhmut, est le premier résultat significatif d'une campagne de plusieurs mois visant à immobiliser les forces russes dans cette région. Les forces ukrainiennes ont lancé des contre-attaques sur l'axe de Bakhmut à la mi-mai, et la bataille pour Klishivka a commencé en juillet. Depuis lors, les Ukrainiens ont libéré plus de 50 km² dans les zones situées au sud de Bakhmut et devraient poursuivre leur assaut vers l'est. Malgré ces avancées, la situation opérationnelle générale autour de Bakhmut reste largement inchangée. Il convient de noter que le harcèlement continu de la flotte russe de la mer Noire par les forces de Kiev semble positif pour la partie soutenue par l'OTAN. À ce jour, Kiev a utilisé des missiles de croisière Storm Shadow et Scalp EG fournis par le Royaume-Uni et la France pour ses missions, ainsi que des missiles de croisière Neptune produits localement, mais tous ces missiles sont probablement en quantité très limitée. Les opérations ukrainiennes visent à détruire les capacités de la flotte de la mer Noire, notamment la possibilité de lancer des attaques de missiles sur le territoire ukrainien à partir de la mer Noire. De même, les attaques contre le réseau de défense aérienne de la Crimée devraient paralyser la capacité de Moscou à protéger la péninsule contre les attaques de roquettes et de missiles balistiques. Le déploiement des ATACMS pourrait exacerber ces problèmes. À ce propos, le 22 septembre, le président américain Joe Biden a annoncé à Volodymyr Zelensky que les États-Unis fourniraient des missiles ATACMS à l'Ukraine. Toutefois, il s'agira d'un petit nombre de missiles et le calendrier reste indéterminé. Il convient également de noter l'apparition des premiers chars Abrams du côté ukrainien. Rappelons que Washington a annoncé la livraison de 31 engins de ce type. L'Ukraine est préoccupée par l'attaque de missiles du 21 septembre contre le réseau électrique ukrainien, au cours de laquelle 44 missiles ont été lancés, dont 36, 80%, ont été interceptés. Il s'agit de la première attaque de ce type depuis mars 2023, qui a provoqué des coupures du courant partielles dans les régions de Rivne, Zhytomyr, Kiev, Dnipropetrovsk et Kharkiv. Il se peut donc que nous assistions au début d'une nouvelle campagne aérienne russe visant à dégrader l'approvisionnement en électricité de l'Ukraine à l'approche des mois les plus froids. Nous nous attendons à ce que les défenses aériennes ukrainiennes soient mieux préparées à se défendre contre de telles attaques en automne et en hiver, grâce à la livraison continue de missiles sol-air. Dans l'ensemble, Kiev doit maintenir la pression sur les Russes et avancer vers Tokmak sur le front sud, afin de ne pas perdre l'initiative et les gains territoriaux durement acquis. C'est ce que confirment les principaux dirigeants politiques de Kiev. Volodymyr Zelensky a déclaré le jeudi 21 septembre que nous ne pouvons pas nous arrêter en hiver et que l'Ukraine fera tout pour ne pas s'arrêter pendant les jours difficiles et de mauvais temps de l'automne et de l'hiver. La fin de la guerre n'est pas en vue, mais la détermination des Ukrainiens à chasser les envahisseurs de leur pays ne l'est pas non plus.